ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Les SCPI expliqués de zéro avec Thomas Creton. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un épisode un petit peu particulier parce qu'on va parler de quelque chose dont je n'ai absolument jamais parlé sur le podcast. En effet, vous le savez, moi je prône quand même des immeubles rentables en général, ou en tout cas des biens très rentables, où l'on fait entre guillemets du travail de nos propres mains, où on cherche nous-mêmes notre bonne affaire. Ça prend du temps, je ne dirais pas le contraire. Et du coup, je me suis dit ça peut être intéressant d'avoir un avis complètement contraire, limite un petit débat, avec quelqu'un qui est expert sur le sujet des SCPI. Et les SCPI, en l'occurrence, j'imagine que c'est quand même moins rentable, on va peut-être parler de la rentabilité avec Thomas, mais l'avantage, c'est que ça demande beaucoup moins de temps et d'investissement, en tout cas en termes de charge mentale. Et donc, on va en parler ensemble, en débattre. Et je vais vous avouer que moi-même, je n'y connais pas grand-chose en SCPI. Donc, je vais découvrir avec vous, avec Thomas, qui va tout nous expliquer. Salut Thomas, comment ça va ? Salut Dorine, très très bien. Merci beaucoup de me recevoir sur ton podcast. Eh bien, avec grand plaisir. Moi, j'adore ton podcast aussi parce que Thomas Creton est également podcasteur. Il a le podcast Investir Simple qui parle d'investissement en général. Et donc, on va aborder de zéro les SCPI. Qu'est-ce que c'est ? Tu vas expliquer comme un enfant de 8 ans comment ça fonctionne. L'idée, c'est qu'on va, on va fonctionner étape par étape. Est-ce que tu es prêt, Thomas ? Je suis prêt, je suis chaud et je suis très content parce que c'est bien aussi de repartir des bases. Donc parfait, si toi tu es novice dans le sujet, ben moi ça me permet aussi de travailler ma pédagogie, donc c'est parfait, tu vois. Très bien. Et en plus, moi, tu sais, je vais poser plein de questions. J'espère que je ne vais pas t'embêter de trop parce que je suis très curieuse et j'aime bien tout comprendre. Donc, on va Pas de y souci. aller. Donc déjà, tout bête. SCPI, c'est les initiales de quoi ? Ça veut dire Société Civile de Placement Immobilier, Ok. tout simplement. Enfin tout simplement, je sais pas si c'est simple, mais en fait pense à la SCI, Société Civile Immobilier, bah, la SCPI, tu rajoutes un P, Société Civile de Placement Immobilier. Ok. C'est à peu près le même acronyme finalement. Mais c'est quand même très différent finalement. Enfin, c'est pas la même, enfin, c'est quand même pas la même chose, quoi. Tu vas pas pouvoir toi créer ta SCPI, quoi. Comme tu peux créer ta SCI. Enfin, tu peux, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup plus complexe qu'une SCI, quoi. Alors, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Les SCPI, c'est qui les crée ? C'est qui se cache derrière une SCPI, en fait ? C'est une banque ? C'est quoi ? C'est un... Non, bah, généralement, c'est des sociétés de gestion. Comme tu vas avoir une société de gestion qui va créer un fonds d'investissement, bah, tu as une société de gestion qui va créer une SCPI. Il faudrait que j'aurais dû te partager un schéma. Alors, je crois pas que tu es plutôt qu'en audio, tu pas en vidéo, mais j'ai un super schéma qui explique vraiment le logigramme de la SCPI. Si tu veux, on peut commencer par ça. Alors, je vais le faire à l'oral, donc ce sera peut-être moins visuel, mais imagine-toi qu'une SCPI, imagine-toi donc un cercle hein, qui tourne. En haut, tu as l'épargnant qui va investir dans la SCPI. La SCPI va acheter des immeubles. Les immeubles, donc avec des locataires, les locataires versent des loyers à la SCPI et la SCPI reverse l'argent aux épargnants. Et tout ce cercle-là que je t'ai fait, enfin tout ce, on appelle ça un truc qui tourne là, tu m'as compris, Voilà. eh ben, c'est géré par une société de gestion. Donc la société de gestion gère la SCPI. Donc en gros, une société de gestion possède un parc immobilier qui est la SCPI, donc avec voilà, généralement beaucoup d'immeubles et généralement c'est de l'immobilier d'entreprise, donc bureau, commerce, on aura le temps d'y revenir après. Et toi, en tant qu'épargnant, finalement, tu es propriétaire d'une toute petite part du parc immobilier. Et c'est souvent finalement de l'immobilier qui n'est pas accessible aux particuliers lambda, à part gros investisseurs ou voilà, avec beaucoup de fonds. Mais en tant qu'investisseur particulier, tu peux généralement pas acheter, on va dire, les locaux de Carrefour, par exemple, tu vois, ou les locaux de Leroy Merlin. Quand tu es propriétaire d'une SCPI, tu vas pouvoir avoir une petite partie de ce parc immobilier qui va contenir des locataires comme Carrefour, Leroy Merlin, les bureaux du Crédit Agricole ou de la SNCF, par exemple. Tu vois. Ok. Mais moi, je reviens encore sur ma question pour bien comprendre. Donc, tu appelles ça la société de gestion qui détient la SCPI. En fait, c'est quel profil qui se cache derrière ces dirigeants d'entreprise ? Est-ce que c'est des sortes de sous-filiales de gros organismes bancaires ? Ou est-ce qu'il y a des sociétés familiales qui font ça ?
Enfin, quel est le type de profil des entrepreneurs qui se cachent derrière tout ça, en fait? Est-ce que c'est des gros groupes? Ouais, la majorité, c'est quand même des gros groupes. Tu peux avoir même des SCPI bancaires, hein, des banques qui créent leur SCPI. Tu peux avoir on va dire des mastodontes de la finance, par exemple Primaliance qui a ses SCPI, t'as Quorum qui a ses SCPI qui sont très connus, mais qui font pas que ça, qui font de l'assurance vie, des PEA, enfin, on va dire des grosses entités financières. Généralement, c'est des grosses entités financières, pour la majeure partie. Mais depuis peu, tu as aussi des fintech, donc plutôt des startups qui ont créé des SCPI. Et ça, on aura le temps d'y reparler parce que ces startups sont un peu en train de disrupter le marché de la SCPI, notamment en enlevant les frais d'entrée. Bon, ça, on va peut-être pas brûler les étapes, mais pour répondre à ta question, la majeure partie des SCPI, historiquement, c'est des grosses entités financières. C'est avec des banques, des assurances, des courtiers, voilà, ou des fonds d'investissement. Et depuis peu, tu as des fintechs qui se lancent et qui proposent des CPI un peu plus en mode startup depuis, on va dire, 4-5 ans même. Ok. Non, mais alors, et que c'est très très bien, c'est très clair. Donc, grosso modo, il y a une sorte de monopole jusqu'à maintenant de gros organismes financiers. Et aujourd'hui, il y a maintenant des plus petites entreprises qui commencent à essayer de se positionner en tant que SCPI C'est ça. d'une autre façon que l'ancienne façon. Ok, donc ça, je comprends. Et ils aiment pas trop d'ailleurs les anciennes. Ouais, bah j'imagine. Forcément, quand on se fait eubériser, ou je sais pas comment on dit ça, Alors, c'est pas vraiment bérisé, mais surtout qu'on leur enlève leurs frais d'entrée, quand on leur avait une couche de rémunération, Ouais, et sachant que c'est ces pays qui enlèvent les frais d'entrée, ils sont rentables. Donc, oui. ça veut dire que en fait, ceux d'avant, voilà, bon, il y a peut-être un problème. Bon, bref, après, on va pas débattre sur le sujet, mais après, attention, ça reste récent, c'est aussi plus risqué et tout, donc il ne faut pas non plus aller les yeux fermés sur les nouvelles SCPI. Mais c'est important, je pense, de les mentionner, et puis je pense qu'on rentrera dans le détail après, quoi. Très bien. Et donc, maintenant, je suis épargnant, j'ai de l'épargne de côté. Comment toi, Enfin, pour qui est-ce que c'est fait? Quel est le profil type des personnes qui investissent en SCPI dans l'idéal? Pour moi, j'en vois deux. Je vois enfin, il faut penser que la SCPI, c'est vraiment vu comme quelque chose pour avoir des revenus passifs. Donc, finalement, comme l'IMO, hein, classique. Mais tu as deux types de profils. Tu as soit ceux qui veulent investir dans l'IMO, qui veulent être exposés à l'actif immobilier, mais qui n'ont pas le temps de faire de l'IMO rentable comme toi tu le préconises. Moi, je partage aussi ton avis. Mais je sais, j'ai déjà fait aussi de l'IMO rentable. Alors, pas autant que toi, mais j'en ai fait quelques-uns et je sais l'énergie et le temps que ça prend. Et il y en a plein qui n'ont pas ce temps-là. Ils n'ont pas ce temps-là, ni cette énergie d'aller gérer les travaux, trouver la bonne affaire, machin et tout ça. Avec une SCPI, finalement, tu peux être exposé à l'IMO, avoir un truc ultra diversifié en une fois. Parce que finalement, quand tu fais de l'IMO, quand tu achètes un appart, quand tu achètes un T2, tu vas avoir peut-être tout ton patrimoine qui va dépendre que d'un locataire, tu vois. Donc c'est pas très diversifié. Avec une SCPI, avec 50 ou 100 balles, tu es exposé à un parc immobilier de 200 immeubles. Donc c'est fait, désolé, je m'égare un peu, je ressens sur la question. C'est fait pour les gens qui vont être exposés à l'IMO, mais qui n'ont pas le temps ni l'énergie de faire de l'IMO de manière traditionnelle. Ou encore, ça peut être fait par exemple pour les gens qui en ont marre de l'IMO aussi. C'est-à-dire que qui ont fait de l'IMO, ils ont fait de l'immeuble, ils ont été rentables, ils ont constitué un patrimoine rapidement grâce à l'énergie et le temps qu'ils ont mis, mais ils arrivent à 40, 50, 60 balais, ils en ont marre des locataires, ils en ont marre de gérer les problèmes, ils en ont marre des locataires. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils revendent leurs biens, ils récupèrent des sommes à 6 chiffres, hein, généralement, et ils ont envie de rester investis dans l'IMO, donc avoir des rentes, mais sans avoir les emmerdes du quotidien. Et c'est souvent ces profils-là, enfin c'est on va dire la deuxième catégorie de profils, c'est les gens qui ils ont roulé leur boss en IMO, ils vendent tout, ils n'ont plus envie de s'emmerder, ils investissent en SCPI, ils ont leurs 5% de rendement. Certes, ils n'ont pas les 10% ou 8-10% que tu peux avoir avec l'IMO rentable, classique, enfin pas classique, mais plutôt rentable. Et voilà, ils ont une rente. Ils ont une rente, tu peux clairement être libre financièrement avec de la SCPI, hein, si tu as le capital qu'il faut, quoi. Ok, bah merci Thomas, c'est super clair. Maintenant, la question que je me pose, déjà, c'est super intéressant. Si jamais je veux être rentier en SCPI, typiquement, et que je veux, par exemple, avoir 3 000 € par mois, il faut que j'ai investi combien en SCPI, juste pour me rendre compte? Généralement, moi je préconise, enfin je vise généralement au moins 5%. Enfin, les rendements que tu peux avoir en SCPI, ça aussi entre 3 et 7%, mais on va dire à 5%, tu as un bon rendement risque. Donc 3 000 € à 5%, c'est 720 000 euros. Si tu as 700 000 balles de capital à investir, à 5%, ça te fait 3 000 € de revenus passifs. Alors, hors fiscalité, je préfère préciser. Parfait, on va en venir justement, je me posais la question sur la fiscalité. Mais ok, donc ça j'ai compris. Alors on va revenir après à la fiscalité. Et moi ce que j'aime bien dans les SCPI, en tout cas a priori, c'est le fait qu'on puisse lever de la dette. Complètement. C'est bien, on est bien d'accord. C'est-à-dire que c'est le seul placement financier, entre guillemets, où tu fais rien et où tu peux lever de la dette. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Alors, c'est oui et non. Oui et non, parce que, en fait, tu as deux façons de faire de la SCPI. Alors, en fait, tu en as plein d'autres, mais grossièrement, tu as deux façons. Soit tu le fais via une assurance vie, soit tu le fais en direct.
Avec une assurance vie, tu peux pas lever de la dette. Tu es obligé d'investir comptant. Tu peux lever de la dette uniquement quand tu fais de la SCPI en direct. Tu as un problème aussi fiscal parce que justement, en direct, tu n'as pas les avantages fiscaux de l'assurance vie. Mais voilà, tu peux lever de la dette uniquement si tu fais de la SCPI en direct. Ok, donc ça c'est une très bonne précision. Donc me connaissant, si je faisais de la SCPI, je ferais donc de la SCPI en direct parce que je préférerais lever de la dette. Parce que je préférais, je pense, à mon avis, j'en sais rien, parce que tu es conseiller en investissement financier, donc tu connais beaucoup d'autres classes d'actifs que la SCPI. Mhm. Donc peut-être que je ferais autre chose, je sais pas. En tout cas, moi je réfléchis ce que je ferais moi. Et donc, si je suis en direct, pour lever de la dette, comment est-ce que je fais? C'est-à-dire que c'est qui vend concrètement la SCPI? C'est mon banquier? C'est un conseiller en gestion de patrimoine qui me contacte? C'est qui on va dire, mon relais avec qui je discute pour acheter de la SCPI? Alors, c'est une très bonne question. Tu as dit déjà deux bonnes réponses. Alors, deux bonnes réponses. Tu as dit deux réponses possibles, mais c'est pas les meilleures. Ok. Généralement, avec le banquier, moi, je déconseille souvent parce que ben, voilà, les banques traditionnelles, c'est quand même souvent bourré de frais et ne proposent pas les meilleurs CPI généralement. Avec les CGP, pourquoi pas? Mais encore faut-il que le CGP soit bon, qu'il propose de bonnes SCPI et dans l'idéal qu'il soit indépendant. Mais moi, ce que je préconise, quand je fais du conseil en tout cas, c'est de passer par des courtiers en SCPI. Tu as des courtiers en SCPI, eux, c'est leur métier, ils savent ce qu'ils font, ils ne te prennent pas d'argent en plus. En fait, ils vont être rémunérés par les CPI en tant qu'apporteur d'affaires, mais toi, ça ne te coûtera rien de plus. Et eux, ils vont te proposer vraiment un vrai panel de tous les CPI qui se font, ils vont t'aider à construire le portefeuille. Même si, quand tu prends un CIF indépendant, comme moi je peux faire aussi, je conseille aussi, par exemple, sur les CPI à choisir. Mais par contre, celui qui va distribuer les CPI, ça va pas être moi, généralement. Ça va être le courtier en SCPI. Donc, je peux en citer peut-être quelques-uns, tu vois, pour que les gens puissent se projeter. Tu as un des plus connus, alors c'est une fintech, donc c'est un peu une startup, mais moi je les aime bien parce que justement ils sont bons, c'est Lovinvest, qui sont assez connus. Tu as Ramify aussi qui propose ça. Après, dans les plus traditionnels, tu as France SCPI ou Meilleurs SCPI, qui sont un peu plus traditionnels, mais qui sont aussi des courtiers SCPI. Ok, donc pourquoi je te pose ça comme question? C'est parce que lever de la dette, je me dis, mais si c'est mon banquier qui vend ma SCPI, il a tout intérêt à me prêter beaucoup d'argent. Alors que si je passe par un courtier en SCPI, Ils font la partie courtage aussi. ah, il s'occupe de lever la dette pour toi. Ils ont les partenaires bancaires faits pour, en fait. Donc ils gèrent aussi la partie courtage. Enfin, ils gèrent Ok, aussi la partie financement. ok. Et si je passe par le CGP, c'est pareil. Même si je passais par un CGP ou un CIF, en fait, il passerait par un courtier Un derrière partenaire, c'est ça qui va faire ça. qui s'occuperait aussi du prêt bancaire. Exactement. Et les règles, enfin, question bête, hein, les règles de prêt bancaire quand on fait une SCPI, est-ce que c'est les mêmes que quand on emprunte? C'est plus contraignant que l'immobilier locatif. Les banques, elles aiment moins prêter pour des CPI. Donc, généralement, les taux d'intérêt sont un peu plus élevés. Il faut avoir un dossier encore plus solide. Donc, il faut généralement être dans le top de la liste déjà des dossiers. Si c'était limite pour l'immo locatif classique, pour les CPI, ça risque de pas passer. Ok, non, Mais mais c'est c'est possible, intéressant. c'est possible, mais voilà, il faut juste partir du principe qu'on va rajouter encore quelques points sur les taux d'intérêt par rapport aux taux d'intérêt classiques. Ok, donc je comprends bien. C'est hyper clair. Merci beaucoup. En tout cas, j'apprends plein de trucs. Donc là, je suis déjà super contente. C'est un cours en direct. Exactement, tu vois, pour SCPI pour les nuls, exactement. C'est ça. Donc, et maintenant, moi, ce que j'aimerais comprendre aussi, c'est en termes de fiscalité, comment ça se passe pour moi. Imagine, je sais pas, hein, j'emprunte 100 000 euros. Est-ce que d'ailleurs, ils demandent de l'apport pour quand on investit en SCPI? Pas forcément, tu peux en mettre, des fois ça peut aider à avoir le financement, comme en immobilier classique, hein, des fois ça peut aider, des fois si tu as un très bon dossier, t'as pas forcément de besoin d'apport. Alors la fiscalité, c'est un vrai sujet, hein, je sais pas si je vais rentrer vraiment dans le détail parce que là je risque de perdre les auditeurs parce que c'est un peu complexe. En gros, les deux façons de faire, comme je disais tout à l'heure, c'est soit via l'assurance vie, soit en direct. Quand tu fais via l'assurance vie, t'as justement pas le problème de fiscalité. Parce que l'assurance vie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une enveloppe, on va dire, fiscale ou capitalisante, c'est-à-dire que tu vas investir au sein de ta SCPI dans l'assurance vie et tu vas percevoir tes loyers, ils vont atterrir sur le fonds euro. Et tant que ça ne sort pas de l'assurance vie, tu n'as pas de fiscalité. Donc en gros, pas de frottement fiscal et ces loyers, tu peux les réinvestir après où tu veux. Soit tu les remets dans la SCPI, soit tu les mets dans des ETF, bref, tu en fais ce que tu veux et tu peux faire marcher la boule de neige, d'intérêt composé et tout le tralala que je pense que tout le monde connaît. Ça, c'est sur l'assurance vie, donc c'est une très bonne enveloppe fiscale. Et au bout de 8 ans, tu payes 17,2%, donc la CSG, sur les loyers et les plus-values. Donc, tu veux dire que là, c'est au bout de 8 ans, dans l'assurance vie, je peux commencer à sortir un petit peu d'argent si je veux. Et là, je suis que taxé à 17,2%. Et ça va dans ma poche directement. J'ai pas l'impôt sur le revenu encore C'est dessus. ça, non, tu n'as plus d'impôt sur l'une, tu n'as que la CSG. Sachant que tu as dit juste un truc, enfin, c'est pas que je corrige, mais je précise parce qu'il y a beaucoup de Vas-y. gens qui pensent que l'assurance vie c'est bloqué 8 ans, c'est pas bloqué 8 ans, tu peux retirer l'argent vraiment quand tu veux. C'est juste que la fiscalité elle sera 30% et le 17,2 si tu retires avant 8 ans.
Alors, je fais les choses simples, hein, c'est un peu plus complexe que ça dans la réalité, mais grossièrement, maintenant, c'est 30% le 17,2. Mais c'est pas bloqué, hein, tu le retires vraiment quand tu veux, et c'est tout l'avantage d'ailleurs de l'assurance vie. Ok. Donc ça, c'est la partie simple de la fiscalité. Quand tu fais l'assurance vie, en gros, tu restes dedans, c'est pas fiscalisé. Quand tu sors au bout du temps, c'est 17,2, c'est la CSG. Mais pour une assurance vie, t'as pas pu faire de prêt. T'as dû mettre du C'est cash. ça. Tu peux pas faire de prêt, et tu as aussi un autre inconvénient, c'est que tu as moins de choix. Les meilleurs SCPI, les meilleures assurances vie que proposent les SCPI, il n'y en a qu'une vingtaine. Et chose aussi très importante, très très peu d'assurances vie reversent 100% des loyers de SCPI. Tu n'en as que 3 aujourd'hui qui le font. Donc il faut très bien choisir son courtier en assurance vie quand tu veux faire de la Alors SCPI via pourquoi? l'assurance Parce vie. qu'ils se prennent une part au Ils se prennent passage? 15%, 15% des loyers, l'assureur. Donc si vous voulez faire de l'assurance vie, enfin de la SCPI via une assurance vie, choisissez bien des assurances vie qui reversent 100% des loyers et sont très très rares. Moi je te dis, j'en connais que 3 aujourd'hui qui proposent de reverser 100% des loyers. Ok. Donc, ça peut être très intéressant, mais il faut bien choisir son courtier et dans l'idéal, prendre une assurance vie qui a pas mal de CPI, mais les meilleurs, on en a une vingtaine, donc tu as beaucoup moins de choix que quand tu es en direct, parce qu'en direct, on a quand même plus de 200, tu vois. Donc ça, c'est la partie, on va dire, simple côté fiscal, parce que c'est l'assurance vie, c'est la fiscalité de l'assurance vie. En direct, c'est plus complexe. Enfin, c'est pas que c'est plus complexe, mais c'est un peu plus violent, quoi. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui a en TMI 30%, tranche marginale d'impôt à 30%. Donc une personne seule, on va dire, qui gagne plus de 28 000 ou 29 000 euros maintenant, ben en gros, chaque euro qu'il va gagner en plus, ça va être taxé à 30%, plus la CSG. Donc ça veut dire que, je sais pas, tu achètes 10 000 euros de CPI en direct. Et imaginons que tu as 5% de rendement. Donc ça te fait 500 euros par an de loyer que tu reçois sur ton compte en banque directement. Mais ces 500 euros, ils vont être imposés à la TMI plus à la CSG. Parce que dans la feuille d'imposition, ça va rentrer dans la catégorie des revenus fonciers? Ouais, foncier. Donc tu as l'abattement de 30%. Ok. Quand après l'abattement de 30%, eh ben, enfin, l'assiette fiscale, donc ça fait 70% de 500 euros, dans mon exemple, on va dire 350. Et ces 350 euros, ils vont être imposés à ta TMI, donc notre exemple 30%, plus CSG. Donc c'est quasiment la moitié qui part en impôt. Donc c'est pas 50% qui part en impôt, mais c'est peut-être quelque chose comme 35-40% qui part en impôt. Ouais, Donc ouais. ça commence à piquer, quoi, tu vois. Alors que, voilà, dans l'exemple de l'assurance vie, finalement, tu n'as que 17,2 et puis en plus, tu n'as pas le frottement fiscal. Donc, quand tu le fais en direct, en pleine propriété, alors je rentre peut-être dans le détail, mais Ouais, ouais, ça ouais. peut faire très mal, tu vois, suivant ta TMI. Quand tu es en TMI 11, ça va, mais au-dessus de la TMI 30, ça peut faire très mal. Donc, faire très attention quand tu le fais en direct, de ne pas te faire allumer par la fiscalité. Alors attends, moi j'adore la fiscalité, alors j'ai des questions quand même un peu peut-être plus pointues. Je suis désolée si j'en perds certains au passage. Mais est-ce que tu peux par exemple être au micro-foncier quand tu es en SCPI ou pas? Si par exemple tu as très peu de loyer. Alors, il y a une règle, je ne l'ai plus en tête, mais il y a une règle qui fait que quand tu es inférieur à 15 000 euros et que tu as déjà un bien, tu peux rester au microfoncier, mais je crois que, alors j'ai plus les données en tête. Ah, ça peut pas être la majorité en tout cas. Ouais, Enfin, c'est ça. En fait, c'est le cas, il est tellement faible que généralement, tu peux pas être au microfoncier avec ok, ok. Disons ça, ce sera plus simple, ok. Et est-ce que, donc ça veut dire que tu es en foncier réel, est-ce que tu peux Oui, déduire tu peux déduire les les intérêts. frais, les intérêts, tout ça? Alors, le problème, c'est que tu n'as pas beaucoup de frais, en fait. Tu n'as que les intérêts, finalement, que tu peux déduire. Donc, c'est pour ça que c'est pour ça que c'est intéressant quand tu fais du levier, c'est que tu peux déduire tes intérêts. Donc, tu diminues quand même ton assiette fiscale. Ok. Donc, ça peut être intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant, généralement, de faire du levier, parce que ben, quand tu es en direct, en tout cas, déjà parce que tu peux travailler plus d'argent, et en plus, tu peux déduire les intérêts. Donc, tu payes un peu moins d'impôts. Par contre, tu payes quand même de l'impôt, tu vois. En frais, tu n'as que les intérêts, finalement. Hein. T'as pas les frais notaires, tu n'as pas les travaux. Enfin, tu vois, c'est pas comme l'immobilier classique où tu peux Parce que déduire. tout ça, en fait, ils l'ont déjà déduit, entre guillemets, avant de te reverser l'argent. Mais ça, c'est eux, dans leur société, qui Donc se font c'est eux leur dans leur truc. société qui font les charges, mais toi tu les as pas et donc toi tu payes plein pot quoi. Ok. C'est ça. Donc, c'est pour ça que fiscalement, il faut faire attention. Après, il y a des façons d'optimiser. Tu vois, donc là, Ah, ça m'intéresse. ouais, il y a des façons d'optimiser. Alors, ce ne sera pas magique, hein, il n'y aura pas du LMNP, hein, je ne vais pas te mentir, hein, ce ne sera pas du LMNP ni de SCI-LIS là-dessus, mais on peut quand même réduire. Déjà, tu peux prendre des SCPI étrangères. Quand tu prends des SCPI étrangères, euh, tu vas être imposé à la source à l'étranger et tu n'auras pas de double imposition en France. Et surtout, les SCPI étrangères n'appliquent pas la CSG. Donc, grossièrement, et pour simplifier, généralement, il faut compter qu'il y a à peu près 25% d'impôts quand tu prends une SCPI à l'étranger. Mais si en plus tu fais du levier, que tu déduis avec tes intérêts, donc tu réduis ton assiette fiscale et en plus tu as une SCPI étrangère, tu peux faire un combo intéressant pour voilà, réduire, enfin, on peut dire alléger ta fiscalité sur les revenus des SCPI. Alors quand tu dis une SCPI étrangère, ça veut dire que c'est de l'immobilier à l'étranger. Par exemple en Europe ou ailleurs Ouais, dans ce le sera qu'en monde. Europe, ce sera qu'en Europe. Les SCPI commercialisés en France, en tout cas, ils vont qu'en Europe. C'est une SCPI qui va être domiciliée en France, mais qui investit en Allemagne, en Italie, en Espagne. Donc il y a des revenus issus de l'étranger, ce qui fait qu'ils ne sont pas éligibles à la CSG. Donc en gros, tu économises un petit peu cette taxe-là. Tu as quand même un impôt, mais grosso modo, je dirais pour simplifier, un compte qui a à peu près 25% d'impôt au total. Au lieu de 47, tu vois. Enfin, si tu es en TMI 30.
Ouais, ouais, c'est quand même vachement intéressant. Et donc, ce que je me posais comme question, c'est si j'investis donc indirectement à l'étranger, la banque accepte quand même de prêter l'argent pour les SCPI étrangères? Bah oui, parce qu'en fait, la SCPI, elle est française, en fait. Tu investis dans une SCPI qui est immatriculée, domiciliée, qui est française, mais qui, elle, son parc immobilier est à l'étranger. Ok, donc en fait, c'est comme si c'était une SCPI française et donc ils te prêtent pareil. Oui, c'est une SCPI française qui investit à l'étranger. Donc en fait, c'est un moyen de diversification immobilière un peu plus international Oui, complètement. que si tu fais une SCPI purement française. Donc ouais, ok. Et c'est souvent l'avantage des SCPI étrangères, c'est alors déjà voilà, tu peux diversifier, tu vois, tu prends en général quand on construit un portefeuille SCPI, on n'en prend pas qu'une, hein, mais c'est bien d'en avoir une qui va à l'étranger pour voilà, diversifier géographiquement. Et en plus, bah, fiscalement, c'est pas super intéressant. Il y en a qui font, bah voilà, ceux qui sont fortement imposés et qui veulent avoir les revenus passifs, tout ça directement sur leur compte, donc qui passent pas par l'assurance vie et qui veulent faire du levier en plus. C'est un combo souvent intéressant, tu vois. Tu fais du crédit plus SCPI étrangère et voilà, tu peux avoir bah, des revenus passifs directement avec du levier et en plus qui sont un peu moins imposés que si tu prenais des CPI en France. Chose aussi importante, parce que tu vois, on a parlé de faire du levier avec les CPI. Je vais un peu décevoir tes auditeurs parce que je sais que tu dois beaucoup parler de cash flow positif et c'est ce que tu vises. Par contre, je préfère calmer les ardeurs de tes auditeurs. Tu pourras pas faire de cash flow positif quand tu fais du levier avec une SCPI. C'est pas possible. Tu auras forcément un effort d'épargne à faire. Donc, c'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, tu investis, enfin, tu lèves 100 000 par exemple, tu auras à peu près, je sais pas moi, 300 euros par mois de revenus passifs, mais ton crédit va être de 500 euros. Donc, c'est-à-dire que tous les mois, tu vas devoir rajouter 200 euros pour combler le crédit. Donc, tu pourras pas faire ni de cash flow positif, ni d'autofinancement. Donc, c'est aussi important à garder en tête qu'on ne fera pas de cash flow positif avec les CPI. Et aussi, moi, souvent, quand je conseille de les CPI à crédit, première question que je pose, c'est est-ce que tu prévois de faire un projet IMO en RP ou locatif? Et si la personne me dit oui, là je lui dis non, fais pas de crédit parce qu'en fait ça va te bloquer pour ton taux d'endettement. Donc à moins qu'il ait vraiment une capacité d'endettement vraiment énorme, hein. Mais quand voilà, pour la plupart des profils, j'ai dit bah attention parce que là tu risques de te bloquer donc c'est un peu bête. Par contre, si la personne elle dit non, moi j'ai ma RP ou je veux pas de RP et je veux pas d'IMO locatif parce que j'ai pas envie de m'emmerder, bah là tant qu'à faire, on optimise et là voilà, on va au taquet de la capacité d'endettement quoi. Ok, non mais merci de le préciser, c'est bien. Mais de toute façon, moi quand tu m'as dit c'est entre 3 et 7%, donc grosso modo en moyenne 5, Hmm. j'espère les amis qui m'écoutent et qui ont l'habitude de m'écouter savent que si tu as 5% de renta, le cash flow positif, il n'existe pas. Mais C'est j'espère que ça. mes auditeurs Le fidèles savent. ont fait le calcul rapide et ils ont compris, tu vois. Mais c'est bien de le préciser. Trop bien. Et donc, maintenant que je me pose encore plusieurs questions, comment ça se passe si je veux revendre en fait mes parts de SCPI? Tu vois, à un moment donné, je sais pas, j'avais pris des SCPI parce que les parts, je voulais pas faire d'investissement locatif et finalement, j'ai envie de refaire un investissement locatif, j'ai envie de me débarrasser de mes SCPI. Combien ça coûte? Attends, déjà, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut revendre ces parts de SCPI? Comment ça me fonctionne? C'est comme sur un marché? C'est une très bonne question. Et là, il y a deux réponses. Je vais encore te scinder un truc entre assurance vie vs direct. Ok, Assurance vie, c'est quand tu veux. Parce que le principe d'une assurance vie, c'est que l'assureur est garant de la liquidité des supports qu'il te vend. Donc, quel que soit le support, hein, que ce soit des ETF, du private equity, des SCPI, l'assureur te rachètera tes parts quoi qu'il arrive. mais à quel prix? Alors, il te les rachètera au prix du marché. Ok. Donc, alors après, je vais pas parler des frais d'entrée, on en reparlera après parce que il y a forcément, enfin, tu payes des frais d'entrée, donc ton prix de part est tout de suite baissé parce que tu as les frais d'entrée, mais ça, je te le dirai peut-être après. Ok. Mais quand c'est une assurance vie, on te les rachète, alors, c'est pas immédiat, mais compte à peu près, allez, maximum un mois pour entre le temps qu'il te le revend et que on va dire que tu récupères l'argent, contre entre 2 semaines et un mois, mais voilà, il est garant de la liquidité, donc t'as pas de problème de liquidité sur une assurance vie. Par contre, en direct, là, il faut un acheteur en face. Tu vois, c'est l'offre et la demande, quoi. Si le marché des CPI est en berne et que plus personne ne veut en acheter, tu peux être emmerdé. Parce que tu veux dire que comment je fais pour trouver mon acheteur? Ah, c'est pas toi, hein, c'est ton courtier en SCPI pour le coup. Ah, donc tu recontactes celui qui t'a vendu, tu dis au fait, maintenant j'en ai marre, tu me le revends, et là il dit ah pas de bol, il y a personne qui veut en acheter en ce moment, donc je suis C'est ça. bloqué quoi. Donc tu peux avoir un problème de liquidité. C'est un réel problème avec les CPI. Donc après, en réalité, hein, ça va, tu vois, enfin, c'est encore jamais trop arrivé, mais il faut partir du principe que bah, c'est comme l'immobilier physique, en fait. C'est la même liquidité, en fait. C'est quand tu veux vendre ton bien IMO, bah voilà, s'il y a plus personne qui veut acheter, bah, il faut que tu baisses ton prix, et voilà, tu vois, c'est un peu le même principe, hein. Donc voilà. Mais en tout cas, historiquement, il y a jamais eu de grosses crises de liquidité sur le marché, mais c'est un risque à prendre en compte, en tout cas. Alors que finalement, sur l'assurance vie, tu n'as pas ce risque à prendre en compte. Parce que c'est l'assureur qui te la rachète quoi qu'il arrive. Ok, non mais c'est extraordinaire là, tout ce que j'apprends.
L'objectif, c'est qu'à la fin, Dorine, elle investisse en SCPI. Ouais, voilà, c'est peu probable. C'est moi, j'ai des projets immobiliers rentables, donc. Oui, ouais, alors ouais, non, du coup, non. Alors du coup, je te le conseille pas. Mais ouais, ouais. Non, mais ok. Donc je comprends très bien. Donc on a fait le tour, on a fait la fiscalité. Ah oui, et donc si je revends et que je fais une plus-value, Mhm. est-ce que je suis aussi imposée sur la plus-value Oui, de ce que je revends et à quel titre? Est-ce que c'est comme l'impôt sur la plus-value des c'est la même propriétés qu'immobilière. C'est tout pareil. la même que. Ok, C'est tout pareil avec les mêmes abattements, c'est dégressif au bout de 5 ans. De mémoire, au bout de 22 ans, tu payes plus d'impôt sur le revenu. Au bout de 30 ans, plus de CSG, je crois. C'est ça, sur l'IMO classique. C'est le même principe. ok. Donc pour expliquer aux personnes, grosso En modo, direct, hein. ouais, ça veut dire que tu possèdes en direct ta SCPI. Ça veut dire que ça fonctionne exactement comme si c'était la plus-value de ta résidence secondaire ou bien d'un investissement locatif que tu détiens en nom propre. Et donc, je crois que c'est, je sais plus exactement. Comme tu disais, il y a l'impôt sur le revenu qui est fixe à 19%, plus 17,2, et c'est dégressif. Voilà, au fur et à mesure des années, plus longtemps tu détiens, et au bout de 30 ans, bah, c'est totalement sans aucune plus-value. Ok, Sans aucun impôt. Sans aucun impôt. aucun impôt sur la plus-value. Voilà, excuse-moi. Ok, et si je fais une moins-value? Parce que j'ai l'impression qu'il y a. En tout cas, je sais pas. Moi, j'ai eu des personnes au téléphone il y a pas longtemps qui m'ont dit qu'ils ont fait une moins-value sur leur SCPI parce qu'en janvier, ça a baissé. Donc, je sais pas si tu confirmes ou pas leur dire, hein. Moi, je suis pas une experte là-dessus. Comment ça se passe si tu fais une moins-value? Bah, du coup, tu n'as pas d'impôt, comme n'importe quel placement, hein. Tu es toujours imposé que sur les gains ou les dividendes. Donc, c'est une moins-value, aucun impôt, évidemment. Après, sur l'état du marché actuel, donc là, on enregistre en janvier 2024, bah forcément, avec la hausse des taux, bah, l'immobilier, là, il n'a pas trop kiffé, même si l'immobilier physique, à part dans les grandes villes, bon, toi, tu connais mieux que moi, mais à part dans les grandes villes, a priori, ça n'a pas non plus craché. Sur les CPI, c'est un peu pareil, en fait. Ça dépend des. C'est comment dire? Il y a aujourd'hui plus de 200 SCPI qui existent en France. À l'heure où je te parle, il y en a une vingtaine qui ont baissé le prix de leur part. Donc ça reste quand même 10% du marché, donc ça reste quand même plutôt minoritaire. Et la plupart des SCPI qui ont baissé leur prix de leur part, c'est parce qu'ils étaient exposés dans les SCPI de bureaux. Et les bureaux, ça a beaucoup moins le vent en poupe depuis le Covid. Donc j'ai envie de dire, c'est que à moitié étonnant. D'où l'importance de bien choisir ses CPI, tu vois. Comme tout, il faut diversifier son patrimoine, mais au sein de chaque classe d'actifs, rediversifier. Et quand tu prends une SCPI, voilà, moi je ne conseille jamais une SCPI 100% bureau ou 3 SCPI 100% bureau. Si on en prend une, si je fais un portefeuille de SCPI par exemple, avec un client, et si je lui mets prendre une SCPI qui est 100% dans la logistique par exemple, je vais en prendre deux qui n'auront rien à voir avec la logistique pour que s'il y a une qui baisse, ben, c'est compensé par les autres. Et tu peux avoir des SCPI qui sont déjà diversifiés, qui au sein de la SCPI, tu as un peu de bureau, un peu de commerce, un peu de logistique, un peu de santé. Donc tu peux faire ça pour limiter ton risque. Et ces SCPI-là, ils n'ont pas baissé leur prix de leur part, enfin, du moins à ma connaissance. Enfin, la grande majorité qui ont baissé leur prix de leur part sont des CPI de bureau. Donc, c'est pas toutes les CPI, c'est aussi passager, parce que comme tout investissement, bon, tu as un risque de perte en capital, hein, qui est le cas bah, sur certaines SCPI. Et voilà, la tendance à long terme de l'immobilier, a priori, c'est plutôt en hausse. Et j'ai envie de dire, c'est pareil que si tu avais acheté à Paris l'année dernière. Tu as acheté à Paris l'année dernière, ben là, tu as moins value, quoi. Mais sur le long terme, priori, enfin, si tout va bien, ça devrait remonter, tu vois. Parce que, en fait, dans le paysage des SCPI, de 200 SCPI, comme tu disais à peu près en France, tu disais il y en a une partie, enfin, combien sont sur du bureau et c'est quoi, t'as dit, sur de la logistique? Donc ça veut dire c'est des hangars, c'est ça? Enfin, je sais pas, c'est quoi les différents types d'investissements que font les SCPI? La majorité est investie en bureau. C'est pour ça d'ailleurs qu'on entend beaucoup de parler en mal ces derniers temps, parce qu'il y en a beaucoup qui s'investissent en bureau. Le deuxième actif principal, souvent les commerces, donc l'immobilier commercial, donc ça va être Carrefour, Leroy Merlin. Alors, j'arrête pas de dire ça, je vais pas leur faire la pub, mais voilà, tu m'as compris, En c'est le gros, nom les que tout le monde gros connaît. centres commerciaux Voilà, des ou centres commerciaux, des gros commerces, quoi, des des murs voilà, commerciaux. c'est des murs commerciaux et généralement voilà, des grosses entités. Après, tu as par exemple des entrepôts logistiques, des locaux commerciaux. Tu peux aussi avoir des CPI qui sont, comment dire, spécialisés dans les établissements de santé. Par exemple, qui vont louer à des EHPAD, à des cliniques, même à des crèches, tu vois. Et moi, j'aime bien, tu vois, quand je construis un portefeuille de CPI, avoir ce type de CPI parce que c'est comment décorrélé du reste. C'est-à-dire, tu vas en avoir une qui va être diversifiée en bureau, commerce, et puis en avoir une qui est, par exemple, que sur les établissements de santé. Comme ça, tu sais que, bon, voilà, si les bureaux, les commerces crachent, priori, bon, les hôpitaux, enfin les cliniques, les EHPAD, bon, avec la population qui vieillit, il y a moins de risques, enfin, du moins, je dis pas que ça va pas cracher, on est à l'abri de rien, mais c'est quand même décorrélé, tu vois, l'une de l'autre. Et tu diversifies ton risque, quoi. Tu diversifies, c'est ça. C'est pour ça que c'est très important de, comme, voilà, comme tout placement, quand tu veux te mettre dans la SCPI, n'en choisis pas qu'une, quoi.
Et moi, je recommande d'en choisir au moins 3, quoi, dans l'idéal. Et donc, parce que alors, on revient rapidement encore sur une question que j'ai pas eu tout à fait ma réponse, et après on continue sur ça. La petite question que j'avais, c'était si je fais une moins-value, est-ce que je peux la déduire plus tard si jamais je fais des plus-values sur d'autres biens, ou est-ce que cette moins-value elle est perdue et je pourrais pas la réutiliser? C'est peut-être un peu pointu comme question, je sais pas. Ouais, alors je vais te répondre en te disant que je ne suis pas sûr de ce que je dis, Ok, en avouant ma faiblesse. Pour moi, tu peux pas récupérer la moins-value. Pour moi, ça, c'est surtout sur les valeurs mobilières. Donc sur les actions, je sais que sur le compte titre, hein, quand tu fais une moins-value actée, tu peux la reporter et après la déduire tes plus-values d'après, notamment sur tout ce qui est actions, obligations et compagnie. Par contre, sur de l'immobilier, je ne crois pas. Et je ouais, je pense suis que c'est d'accord avec toi. je Je pense que pense c'est la, aussi que c'est c'est la comme même toi. règle que de l'immobilier classique. Si tu revends ton bien locatif et qu'en moins-value, je suis pas certain que tu peux imputer sur une plus-value par la suite, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et vu que ça fonctionne pareil, pour moi, non. C'est la moins-value, elle est perdue, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je pense aussi. Je valide par rapport à mes quelques connaissances que j'ai là-dessus. Ok, ok. Je reviens donc là, je m'imagine, parce que peut-être que les personnes qui nous écoutent ont fait le deuil d'un investissement hyper rentable et ils se sont dit, ok, je vais faire des SCPI, c'est mon truc. Bon, peut-être qu'elles écoutent le podcast, je sais pas. Mais en tout cas, si elles écoutent ce podcast, comment est-ce que je fais pour choisir ma SCPI du coup? Tu dis que le mieux c'est d'en prendre plusieurs, d'en Mhm. prendre 3, 4. Et j'imagine le courtier en SCPI qui me vend son panel de SCPI, il me présente les SCPI en me disant, celle-là, elle est à tant de renta sur les 3 dernières années. J'imagine qu'elle peut pas annoncer les rentas des années suivantes, non? Elle peut toujours dire les années passées. Oui, Comment bah, ça bien sûr, ouais, fonctionne? ouais. C'est ça, ça oui, tu es obligé, comme tout, hein, comme tout placement, tu dis toujours ce que tu vois, tu regardes dans le passé, mais tu veux pas prévoir le futur, Le c'est clair. futur, ok. Et elle te dit, voilà, c'est une SCPI qui détient 30% plutôt de bureaux, 20% de logistique, enfin je dis n'importe quoi, et 50% d'EHPAD et d'établissements de santé. Enfin je dis n'importe quoi, hein. Ça se trouve, je sais pas si ça Hmm. existe une SCPI comme ça, mais en gros, et tu vois les fiches des différentes SCPI, et toi tu choisis, ok, je pars sur celle-là, celle-là, celle-là. Comment ça se passe concrètement en fait? Alors, tu as plusieurs façons. Tu peux le faire de manière autonome, hein, tu peux le faire de manière autonome. Moi, c'est ce que j'apprends d'ailleurs avec une de mes formations sur les CPI, c'est justement de construire ton portefeuille de CPI tout seul. Tu peux le faire tout seul, voilà, en te formant. Tu peux te faire accompagner par un CIF, donc qui soit indépendant MIF2 comme moi ou par un CGP plus traditionnel. Tu peux aussi qui t'accompagne et qui va lui te conseiller les CPI, c'est-à-dire que tu n'as pas à faire le travail de sélection parce qu'il va te le faire à ta place. Alors, moi, quand j'accompagne des clients en investissement, en général, j'échange avec lui, hein. Je lui dis, voilà, moi, j'ai pensé à ça pour toi. Et l'idée, c'est qu'on ait un échange et que, voilà, qu'il soit aligné avec sur le truc que je vais lui faire faire. Mais voilà, après concrètement, comment ça se passe quand tu le fais de manière autonome ou accompagné par un CIF indépendant? Quand tu as choisi tes CPI, tu es obligé pour le coup de passer par un courtier SCPI, bah, tu peux le faire même, on va dire, tout seul sans avoir un mec au téléphone, hein. Par exemple, avec Louvre Invest ou Ramify, tu cliques sur le bouton, tu dis j'achète ça et voilà quoi. Et puis 1 ou 2 mois après, tu as tes revenus qui tombent sur ton compte en banque. Ouais, mais il faut bien je sais pas, qu'ils aient mon dossier pour mon prêt bancaire. Ah d'accord, là tu parles dans le cas d'un prêt. Oui, dans le cas d'un prêt, pour le coup, Ouais, moi je suis en mode avec un prêt, moi. Moi, tu sais, moi je kiffe les prêts. là, quand tu veux un prêt, effectivement, là, il faut, pour le coup, c'est mieux d'être accompagné par un courtier qui, lui, va t'accompagner sur la partie financement. Et là, ça prend un peu plus de temps, quand même. Ça prend plus de temps. C'est, voilà, t'as tout le dossier bancaire. Faut que, faut que lui aille convaincre la banque avec ton dossier. Donc, ça prend un peu plus de temps, hein, que de le faire tout seul au comptant. Mais pour le coup, généralement, c'est ton courtier SCPI qui va gérer ça, quoi, qui va gérer la partie financement. Mais tu as évidemment toute la partie réglementaire à faire. Voilà, tu dois donner ton patrimoine, tu dois donner ta fiscalité, ton dossier, tes papiers d'identité et compagnie, pour que lui, après, aille choper le financement pour toi. Ok, Une fois que c'est fait, et puis après, tu choisis généralement avec lui les CPI, les CPI qui vont constituer ton portefeuille, quoi. ok, ok. Et ça, c'est vraiment que dans le cas où tu fais du levier. Si tu fais au comptant, c'est beaucoup plus simple, hein. Vraiment, tu prends une assurance vie, tu choisis ta SCPI et je te dis, le mois d'après, tu as tes loyers qui tombent. Et pareil, même en direct, hein. Après, voilà, faire attention à la fiscalité, hein, tout ce qu'on a dit, mais ça peut aller beaucoup plus vite, quoi. Tu peux toucher tes revenus passifs de manière beaucoup plus rapide que de l'immobilier standard où il faut trouver la bonne affaire, faire les travaux, les machins, enfin bref, tout ce que tu dis dans ton podcast souvent. Donc, tu peux toucher ton revenu passif beaucoup plus rapidement. Mais voilà, forcément, après, le rendement n'est pas le même. Mais moi, je trouve que c'est un bon rendement risque parce que tu peux quand même viser du 5-6% en ne faisant rien, quoi. C'est-à-dire que ton seul travail, c'est de choisir ta SCPI qui, voilà, soit tu le fais toi en te formant, soit tu le délègues à un conseiller. Et après, tu touches tes revenus passifs et t'as rien à faire, quoi. Le dimanche matin, t'es pas emmerdé par le chiotte qui fuit, quoi. Donc c'est quand même pas mal. Ouais, ouais. En tout cas, j'ai bien compris le sujet, je pense. Je sais pas s'il y a encore des questions qui me viennent. Est-ce que j'ai des, entre guillemets, des trous dans ma raquette? Est-ce que j'ai raté des choses qui sont super importantes à savoir sur les SCPI? Je réfléchis, qu'est-ce que. Il y a un thème qu'on n'a pas abordé. Alors,
peut-être un peu technique, mais qui est quand même important. Enfin, qui est important de comprendre, mais voilà, vu que ton audience est quand même calée en IMO, je ne vais pas dire un mot qui sort de nulle part, c'est qu'on peut le faire en nue propriété. Et ça peut être très pertinent de le faire, pour ce que je pense que les gens connaissent, mais je récapitule rapidement. Donc, il y a la pleine propriété, on le divise quand on fait du démembrement, on a d'une part la nue propriété, d'autre part l'usufruit. Et le fait d'acheter une SCPI en nue propriété, ça permet d'avoir une décote sur le prix de la part. Donc, imaginons ta part, elle vaut 100 euros. Au lieu de l'acheter 100 euros, si tu l'achètes en nue propriété, tu vas l'acheter à 70 euros, par exemple. Donc, tu as une décote. Ok. Tu vas pas toucher de loyer pendant le temps du démembrement, donc disons 7 ans. Donc, pas de loyer, donc pas d'impôt non plus. Donc ça, c'est bien quand tu es fortement fiscalisé, par exemple. Pas d'impôt. Par contre, au bout de 7 ans, tu as le remembrement, ce qui fait que tu te fais une plus-value de 30%, enfin, je vais pas dire sans risque, mais automatiquement, quoi qu'il arrive, parce qu'en fait, tu recouvres le prix initial de la part et sans aucun impôt. Là, tu n'as pas d'impôt sur la plus-value sur ça. Et donc, ça peut être intéressant. C'est souvent intéressant, en fait, pour les gens qui soit prévoient leur retraite avec une durée déterminée. Je te prends vraiment le cas typique pour qui c'est bien de faire de la nue propriété. Une personne, par exemple, qui a 50 ans, qui veut être à la retraite à 60 ans. Ou même quelqu'un qui a 30 ans, qui prévoit d'être à la retraite à 40 ans parce que c'est un FIRE, par exemple, tu vois. Alors FIRE, pour info, FIRE, les gens ils connaissent pas très bien sur le podcast ce que ça veut dire. Ok. Tu peux expliquer vite fait ce que ça veut dire un FIRE juste? FIRE, alors en anglais, ça veut dire Financial Independent and Retire Early. En gros, ça veut dire libre financièrement, quoi, en français. Ok. Donc ceux qui veulent devenir libres financièrement à 40 ans, ils disent, ok, bah, à 30 ans, voilà, je prévois qu'à 40 ans, bah, je vais toucher mon revenu passif. Et disons que la personne à 30 ans, elle est salariée et elle a un bon revenu et qu'elle est en TMI 30 ou 41, donc plutôt fortement imposée. Au lieu de toucher ses loyers de la SCPI tout de suite et du coup alourdir son impôt, elle va prendre, par exemple, elle a 100 000 balles qu'elle va mettre en SCPI, elle achète en nue propriété, elle achète à 70 000 parce qu'elle a 30% de décote, mais à ses 40 ans, mais du coup, elle retrouve ses 100 000, donc elle gagne 30 000 euros déjà sans aucun impôt. Elle peut en plus gagner la plus-value départ, qui celle-là pour le coup est imposée, et à ses 40 ans, du coup, là, elle commence à toucher ses revenus. Parce que du coup, elle a la pleine propriété. Donc c'est intéressant parce que généralement, les gens du coup qui arrêtent de travailler ben, ont une baisse de revenus. Donc à ce moment-là, tu as une TMI plus faible. Donc quand tu reçois tes loyers, ben, tu es moins imposé. Donc c'est un bon combo pour les gens qui bah, soit sont proches de la retraite, soit voilà, qui sont proches de la retraite anticipée ou classique, hein, pour avoir bah, du coup une décote sur le prix de la part et toucher tes revenus après quand tu travailles moins, donc tu as moins de revenus, donc tu es moins fiscalisé, quoi. Et ça, c'est possible à la fois si tu es via l'assurance vie et en direct ou c'est que Non, en que en direct? direct. Que en direct. Ok, c'était une question. Et deuxième question, pour bien comprendre le mécanisme, parce que bon, moi je comprends bien le mécanisme d'usufruit et de nue propriété. Donc l'usufruit, c'est le plus usufruit plus nue propriété, ça fait la pleine propriété. Mhm. Donc ça veut dire que quand tu dis au bout de 7 ans, l'usufruit il s'éteint, c'est qui l'a gardé l'usufruit en fait? C'est l'entreprise? C'est qui l'a? Enfin, je comprends pas. En fait, quand tu t'achètes en démembrement, toi, quand tu es propriétaire de la nue propriété, bah, tu as forcément quelqu'un à côté qui a l'usufruit. Donc, Bah c'est-à-dire oui, c'est que, ça. Donc c'est qui? alors, généralement, l'usufruit, c'est intéressant pour les entreprises, celles qui veulent faire travailler leur trésor. Donc, parce que ça a un avantage, c'est que la trésor d'entreprise, du coup, bon, pareil, t'as le même truc, hein, t'as une décote, hein, t'as une décote sur le prix de la part. Par contre, tu n'auras pas cette plus-value liée au. Enfin, tu vas pas toucher comment dire, cette plus-value, mais par contre, tu vas recevoir des revenus passifs. Tu vas recevoir les revenus, parce que là, du coup, toi, tu perçois les revenus. Et ce qui est bien, c'est que tu as un système fiscal, alors que je ne vais pas trop m'avancer dessus parce que c'est un peu technique, mais tu peux faire de l'amortissement. Dans ta trésor d'entreprise, ça passe en amortissement, donc du coup, tu peux diminuer tes charges d'entreprise. Donc, c'est un Ok. bon moyen. Enfin, les gens qui vont faire de l'usufruit, c'est souvent des sociétés à l'IS qui vont avoir l'usufruit, donc qui vont faire travailler leur trésor et vont faire rentrer du cash. Et en plus, ils vont pouvoir déduire le prix des parts en amortissement. Ok, donc en fait, c'est-à-dire que les SCPI vendent des parts et d'un côté, il y a des sociétés qui achètent juste l'usufruit des parts et de l'autre, plutôt des particuliers qui achètent la nue propriété. C'est ça. Et en fait, c'est complémentaire, leurs besoins sont complémentaires et donc il y a un marché, entre guillemets, de parts démembrées, quoi. Ok. Et C'est ça. Tu as la demande pour les deux. je me rends pas compte, ce marché des parts démembrées de SCPI, c'est un gros marché ou c'est genre marginal par rapport au SCPI classique où tu as la pleine part? Enfin, Alors, la pleine honnêtement, propriété. j'aurais pas de chiffres à te donner sur la proportion, mais la majorité est quand même sur la pleine propriété. Ça, c'est sûr Ok. que la façon traditionnelle de le faire, c'est en pleine propriété. La nue propriété, je te dis, c'est souvent réservé, entre guillemets, pour les gens qui sont soit très fortement fiscalisés, qui n'ont pas besoin de revenus complémentaires tout de suite. Et souvent, c'est vraiment, voilà, le profil cible, c'est ça. C'est la personne qui prévoit d'être à la retraite dans X années, généralement entre 5 et 10 ans, et qui a une fiscalité, enfin, qui est fiscalisée généralement à 30 ou 41, quoi. Ok, donc super intéressant. Ok, mais donc en fait, ça peut même
J'allais dire que ça peut même intéresser des chefs d'entreprise, donc de savoir qu'ils peuvent aussi acheter des SCPI en usufruit. Ah, mais clairement, quand j'accompagne mes clients, on va dire, entrepreneurs qui veulent faire travailler leur trésor, un des placements que je propose toujours, c'est acheter de l'usufruit, quoi. Parce que tu as le double avantage. Tu as ta trésor qui te fait gagner plus de trésor, parce que du coup, toi, tu perçois les revenus, donc tu augmentes ta trésor, et en plus, le prix de ta part, il passe en amortissement, donc tu réduis tes charges d'un côté. Donc c'est un double effet qui se coule, quoi, pour l'entrepreneur. Ouais. Non, bah, c'est nickel, j'ai tout compris. J'ai tout compris. Je pense qu'on a fait J'espère que tes auditeurs aussi, je les ai pas perdus. Bah ouais. Je pense que franchement, on a bien rempli le sujet parce que c'est les SCPI expliqués de zéro. Moi, j'y connaissais rien. Moi, j'ai l'impression de tout savoir. C'est la fille qui, en 2 secondes, ça y est, elle a tout compris. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on a fait un beau tour quand même, non? Je sais pas s'il y a des choses qui me manquent encore dans Ouais, mes connaissances. là, j'ai un autre truc qui me revient, alors, parce que j'en ai parlé un peu au début et je dis que je reviendrai après, on n'a pas trop traité le sujet, c'est que tu as peut-être parlé des frais d'entrée et puis des fintechs qui font ça, parce qu'il y Ah a quand même oui. un truc qui n'est pas négligeable, c'est qu'il y a des frais d'entrée qui sont importants, c'est entre 8 et 12%, tu vois, les frais d'entrée. Alors, les SCPI justifient ça en disant oui, c'est comme l'IMO, tu as les frais notaires à 8%, et c'est vrai et pas vrai en réalité, parce que les frais d'entrée, ça va dans la poche de la société de gestion et pas forcément pour payer les frais de notaire. Parce qu'après, eux, ils ont des frais de gestion, hein. Eux, ils te servent un rendement de 5%, mais c'est frais de gestion déduits. Ils se prennent déjà 15% de leur gestion. Donc, les frais d'entrée, ça fait pas mal de débat. Mais voilà, c'est appliqué, ça a toujours été comme ça. Donc, jamais personne n'a trop gueulé. Et depuis peu, voilà, depuis 4-5 ans, tu as plein de fintech qui arrivent et qui proposent des CPI sans frais d'entrée. Donc, c'est un peu, voilà, on va dire, ça disrupte un petit peu le marché. Et c'est quand même intéressant parce que bah, tu gagnes quand même 10% sur ton placement, tu vois. Par contre, voilà, il y a un petit astérisque qui est important de préciser, c'est que les fintechs là, qui proposent des SCPI sans frais d'entrée, elles t'obligent, on va dire, à les garder au moins 3 ans. Parce que pour elles, c'est pas rentable sinon. Si en gros, enfin, c'est pour éviter la spéculation aussi. Parce que les SCPI, ça reste un placement quand même de très long terme. Et en gros, si tu veux revendre tes parts avant 3 ans, ils t'appliquent les frais d'entrée. Ok. Donc l'idée, voilà, c'est pas de les acheter, les revendre tout de suite. Ça permet d'éviter la spéculation. Donc voilà, c'est important de le savoir. Et l'autre chose aussi qui est important de savoir, c'est que les CPI qui n'appliquent pas de frais d'entrée ont des frais de gestion plus élevés. Mais en réalité, on s'en fout parce que ton rendement, il est déduit de frais de gestion. Donc, en réalité, ils peuvent prendre 50% de frais de gestion si le rendement, il est de 7 au lieu de 5. Et c'est ce qui est le cas en plus, hein. Les CPI sans frais d'entrée proposent ont des frais de gestion plus élevés, mais ils proposent des rendements de 6 voire 7%, tu vois. Donc plus que les CPI qui proposent des frais d'entrée et qui ont moins de frais de gestion. Parce que tu veux dire que les frais de gestion, c'est avant les 7%. C'est Enfin, ça, c'est-à-dire c'est que déduit. c'est. Toi, ton rendement, il est net de frais de gestion. Donc en réalité, tu t'en fous des frais de gestion si ton rendement, il est bon, quoi. Donc voilà. Bon, après, je suis là, je les mets pas mal en avant. Il y a quand même une petite alerte, tu vois. Il faut partir quand même du principe qu'aussi, c'est des CPI qui sont très récentes, très jeunes. Donc, faut pas mettre tapis dessus, hein. Je pense que c'est bien d'en avoir une dans le portefeuille, mais pas tout mettre sur les CPI sans fin d'entrée non plus, parce que ça reste quand même voilà, des sociétés peut-être un peu plus fragiles qui sont récentes. Donc, voilà, il ne faut pas non plus pas aller foncer tête baissée non plus, quoi. Mais c'est bien de connaître l'existence, en tout cas. Ouais, en fait, les SCPI récentes, comme tu dis, c'est elles-mêmes, donc ces fameuses fintech, c'est elles-mêmes qui font les acquisitions immobilières. Bah, c'est le même principe, en fait. C'est la société de gestion qui est la fintech qui construit une SCPI qui, du coup, achète après tous les biens immobiliers. Voilà, donc en fait, au démarrage, elle a beaucoup moins de biens et elle est beaucoup moins diversifiée C'est que ça, la grosse SCPI. Et exactement. ça, on peut le voir au moment de la Ah, tu le vois, décision. bien sûr. Quel est le patrimoine total d'une SCPI qu'elle détient? Et ça, Ok. c'est facilement sur tous les courtiers que je t'ai dit, hein, que ce soit Lovinvest, Ranify, France SCPI, tout ça. Tu as toutes les données qui sont publiques, qui te disent bah, le nombre d'immeubles qu'ils ont, la diversification par actif, diversification géographique. Après, tu as aussi un critère qui est très important, qui est le taux d'occupation financier, et qui, du coup, témoigne un peu de la santé de l'entreprise et qui permet de, bah, plus tu es proche de 100%, bah, moins il y a de vacances locatives, donc plus tu as de chances qu'ils vont te verser un loyer important. Les CPI récentes sont tous à 100%, tu vois, de taux d'occupation financier. Parce que forcément, elles sont récentes, elles ont tellement peu d'immeubles que forcément, la vacance locative est très faible. Alors que quand tu as une SCPI qui a 400 immeubles, forcément, le taux d'occupation est un peu plus faible. Ok. C'est aussi ce qui explique pourquoi ils ont des meilleurs rendements. Parce qu'ils ont moins d'immeubles, donc forcément, un taux d'occupation plus rempli, quoi. Et attends, dernière question, parce que tu sais, moi j'aime bien des questions un peu ambitieuses. Imagine, les investisseurs sereins veulent créer leur SCPI. Genre, si je veux créer ma propre SCPI, je veux commencer à acheter des immeubles pour les gens. C'est galère, non? C'est ça, faut avoir des autorisations, c'est hyper compliqué. Ouais, alors là, pour le coup, tu es un peu dans ma limite de compétences. J'ai jamais créé de SCPI à titre perso. Mais oui, clairement, en termes de conformité de réglementation,
voilà, accroche-toi. Je dis pas que c'est impossible, hein, je t'encourage, hein, si t'es chaude pour le faire, fonce. Mais oui, clairement, ce sera plus complexe qu'une SCI, je pense. Il y a quand même, voilà, c'est réglementé, hein, donc c'est pas simple, mais c'est pas impossible, hein. Il y en a plein qui le font, il y a des fintechs qui se lancent enfin, souvent. Donc c'est pas impossible, c'est juste que oui, forcément, bah, tu auras la partie réglementation qui va falloir un petit peu t'accrocher, quoi, avec l'administration et les autorités surtout. Ouais, le truc Calliope CPF, c'est rien à côté, quoi. Oui, je pense que ouais, c'est avec l'AMF que tu dois traiter, Parce quoi. que déjà, Calliope CPF, on veut pas faire, alors ouais, j'imagine la paperasse. Ok, ok. Et les plus petites SCPI, juste pour se rendre compte, elles ont combien de patrimoine brut au total? Les plus petites, elles ont 200-300 millions à peu près, pour les plus petites. Ok, c'est pour me rendre compte de la taille du parc. Et 150-200 millions peut-être, allez, vraiment les plus petites, quoi. C'est pour Ok, vraiment celles qui sont très récentes. ok. Mais en tout cas, c'est super clair. Merci Thomas, là, tu nous as tous éclairés sur les SCPI. Ouais, j'espère que j'ai éveillé la curiosité. Alors, j'ai pas la prétention de convertir ton audience à la CPI parce que je sais que vous êtes tous chauds d'IMO et je vous encourage parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour accélérer le chemin vers la liberté financière et j'en doute pas. Mais voilà, pour les plus flemmards d'entre vous ou ceux qui en ont peut-être un petit peu marre d'avoir trop de biens et qui veulent bah voilà, rester investir en IMO, ça reste quand même une super solution, je pense, qui mérite, on va dire, l'attention. Voilà. Super, bah en tout cas, les personnes, elles sauront où te contacter. Donc, il y a ton podcast Investir Simple. Et Exactement. c'est où est-ce que les gens ils peuvent te contacter s'ils ils ont envie que tu les conseilles, que tu les aides un peu dans tout ça? Alors, je suis présent un peu partout, mais principalement Insta et LinkedIn, hein, Thomas Creton ou Investir Simple, hein, vous me trouverez assez facilement. Mais voilà, Insta et LinkedIn pour me contacter en direct. Après, j'ai une newsletter aussi, hein, que j'envoie tous les lundis matins. Si vous voulez que je vous raconte ma vie, non, pas ma vie, mais tu m'as compris, j'apporte évidemment de la valeur tous les lundis matins dans tous les types d'invest, quels qu'ils soient. Bourse, Trop IMO, bien. crypto, tout. Et bah à la limite, je veux bien les 3 liens, comme ça je les mettrai en bas dans la description de l'épisode. Ça Voilà, marche, ce sera fait. comme ça ce sera nickel. Bah merci beaucoup Thomas. Et puis à une prochaine, parce qu'en réalité, hein, je le précise, c'est la deuxième fois que tu viens sur le podcast. Et oui. Je ne sais plus le numéro du premier épisode, j'ai pas vérifié avant. Sachant que Dorine aussi est passée sur mon podcast. 2 fois. 2 fois Ça a aussi. été Voilà, on est ex aequo. 2 épisodes, je crois, je passe pas best-seller, mais best les plus écoutés de chez moi. Donc Dorine a fait un carton chez moi. Trop bien. D'ailleurs, attends, j'en profite, Dorine, juste pour dire, alors je vais pas faire ma promo, mais juste que je suis en train de penser, si bien sûr les gens veulent aller plus loin en SCPI, je vous propose une formation gratuite en SCPI. Donc Trop bien. voilà, 1 heure de formation gratuite en SCPI avec voilà, que j'explique un peu tout plus en détail. Donc ceux qui veulent aller plus loin, je te mettrai le lien, voilà, pas d'engagement. Mais là, normalement, on sait déjà tout. Voilà, normalement tu sais déjà Non, je tout. Mais rigole. si tu veux aller un peu plus loin, écouter un peu plus au calme, Mais voilà. j'imagine que t'as des vidéos avec comment dire, Ouais, avec des des slides et slides compagnie, que bien c'est sûr, ouais. présenté. Donc, je mettrai aussi le lien dans la description pour ta formation gratuite. Je me dis voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a une formation gratuite qui dure 1 heure, voilà, qui peut intéresser ceux qui veulent aller plus loin. Trop bien, trop bien. Et réécouter peut-être d'une autre oreille, ça fait du bien. C'est ça. Bah merci beaucoup en tout cas Thomas, et puis à une prochaine. Salut, salut. À bientôt Dorine, salut.